Le lion raconte une histoire d'un fou qui serait une agence secrète et de son psychiatre. Les deux acteurs sont là pour nous en parler. C'est donc un mystérieux virus qui rappelle celui du SRAS à l'origine d'une vaste épidémie en 2002. Le foyer s'est développé dans la ville de Wuhan, en plein cœur de la Chine. Les autorités chinoises qui ont d'ailleurs annoncé ce matin 17 nouveaux cas de pneumonie. Mais les experts étrangers parlent, eux, plutôt de 1700 personnes qui pourraient déjà avoir été contaminées. Alors, faut-il s'en inquiéter? Je vous propose d'écouter les éléments de réponse rassemblés pour nous par Julien Roux et Gilles Bapal. C'est dans ce marché de Wuhan, spécialisé dans la vente de poissons et de fruits de mer, qu'est apparu le mois dernier un mystérieux virus d'origine animale. Il a entraîné des cas de pneumonie chez certains marchands. 2 d'entre eux sont morts. Bien sûr, je suis un peu inquiète. Certaines pneumonies sont contagieuses. J'en ai entendu parler. Ça a l'air très sérieux. Wuhan est une grande ville. Si ça s'étend, ce sera très gênant. En France, les chercheurs de l'Institut Pasteur surveillent de près l'évolution de ce virus. Les scientifiques craignent qu'il soit aussi dangereux que celui du SRAS, qui avait fait 650 morts en Chine en 2003. Il est responsable d'infections respiratoires, comme l'était le coronavirus du SRAS. Cependant, aujourd'hui, les manifestations cliniques sont moins graves que le SRAS et il est moins transmissible que ne l'est le SRAS. Notre inquiétude aujourd'hui, ce serait qu'au contact de la population humaine, ce nouveau virus mute et devienne plus transmissible et plus grave. Et il se propage déjà à l'étranger. 62 cas au total en Chine, 2 autres recensés en Thaïlande et 1 au Japon. Mais selon un centre de recherche britannique, le virus aurait contaminé plus de 1700 personnes. Par précaution, les États-Unis ont renforcé les contrôles aux aéroports. En France, le Quai d'Orsay recommande aux voyageurs en Chine d'éviter tout contact avec des animaux et des personnes souffrant d'infections respiratoires. En cas de doute, il est recommandé de consulter son médecin. Les autorités sanitaires, elles, se distraient. On a l'habitude, en fin de compte, de surveiller les virus émergents en France. On a eu le H1N1, on a eu le H1N1, particulièrement estivale, qui reviennent de Wuhan. On a eu en Chine aussi. Tout ça va demander aussi du transport, les Chinois vont tous déplacer. Il y a un risque qui est loin d'être modéré. Pour l'heure, la Chine n'a annoncé aucune restriction des déplacements dans le pays, à l'approche du nouvel an sanitaire. Autre titre de l'actualité, le climat social en France qui a sans doute pris un nouveau virage ce week-end. Les usagers des transports vont connaître un vrai répit avec une suspension temporaire du mouvement et un trafic quasi normal à partir de demain. Mais les militants les plus déterminés, eux, ont déjà produit des modes d'action plus radicaux. Antoine Le Pressibou et Henri. Un tour dans le métro suffit pour s'en rendre compte, le trafic reprend. À la SNCF, le taux de grévistes est en chute libre. Demain sera un jour presque normal. Pourtant, dans la rue, la contestation ne semble pas faiblir. Concerts improvisés, procès retardés, ports, raffineries ou monuments bloqués. Les manifestants misent sur des opérations coup de poing. Ce soir-là, des opposants à la réforme des retraites interrompent un débat organisé par Marlène Schiappa. Ce sont des menaces, des violences, des intimidations graves qui pèsent sur l'ordre public. Quand des manifestants perturbent la sortie théâtre du chef de l'État vendredi soir, ce ne sont pas des responsables syndicaux ou des chefs de parti qui en sont à l'origine, mais des groupes plus obscurs qui s'organisent via les réseaux sociaux. Évidemment, ça passe en dehors des cadres parce qu'il n'y a aucune organisation traditionnelle qui appelle à ce type de démonstration, mais il faut s'y faire. C'est le propre d'une société qui est en impasse. On est en impasse. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, le pouvoir n'en tient aucun compte, ne les écoute pas. Même les syndicats semblent dépassés, tous condamnent la violence et assurent en faire les frais. Nous aussi, nous sommes victimes d'intimidation. Je reçois des messages de haine. Malgré quelques concessions du gouvernement sur la réforme des retraites, le mouvement semble s'enliser. Jusqu'où peuvent aller les plus radicaux pour garder de la visibilité? Ceux qui ne peuvent se résoudre à perdre sont ceux qui se représentent le compromis comme une défaite. Si quelqu'un vous dit « je veux la totalité de tout » et on lui dit « tu auras la moitié de quelque chose » et qu'il a le sentiment d'une défaite à ce moment-là, celui-là, par définition, ne cédera jamais sur rien. La semaine prochaine, d'autres opérations coup de poing sont prévues dans les raffineries, les tribunaux ou les ports. Et sachez qu'en marge de la manifestation parisienne qui a dégénéré hier soir, l'IGPN, la police des polices, a été saisie après la diffusion de cette vidéo. Elle montre
manifestants à terre frappés par un policier. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Parallèlement, c'est demain que s'ouvre le procès de 4 gilets jaunes soupçonnés d'avoir mis le feu en décembre 2018 à la préfecture du Puy-en-Velay. Cet incendie reste d'ailleurs comme l'un des épisodes les plus violents du mouvement, une violence qui a profondément, vous allez voir, marqué cette ville de 19 000 habitants. Jérôme Garot et Vincent Pierrot sur place. Les fenêtres murées à la va-vite, les volets encore noircis par le feu. Plus d'un an après, la préfecture de la Haute-Loire reste marquée par la ville de Lyon le 1er décembre 2018. Une soirée toujours difficile à réaliser pour les habitants du Puy-en-Velay. Comme Nicole. On est un peu pour voir, et quand on a vu la fumée vers la préfecture, on s'est inquiété, et donc à ce moment-là, on a dit, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Je pense que les gens lui sortent. Les gens lui sortent, vraiment. Ce soir-là, ils sont 3500 à manifester en ville. Encouragés par une partie de la foule, déjà de sortir des grilles de la préfecture. Pendant 8 heures, les tiennent le portail sous les jets de pavés et les menaces de mort. Vers 19h30, la situation dégénère. Un bâtiment de la préfecture est incendié. L'annexe est vide, mais une partie du personnel est toujours dans les étages. Le pire est évité. Au total, 28 policiers et gendarmes sont blessés. 3 jours plus tard, un autre événement va marquer la ville. Emmanuel Macron en visite surprise pour constater les dégâts. À sa sortie de la préfecture, il est violemment bousculé par des gilets jaunes. Ce soir-là, le président découvre la haine d'une partie des manifestants. En quelques jours, cette cité tranquille, connue pour ses lentilles et ses pèlerinages, devient un symbole de la violence qui traverse le pays. Un malaise s'installe au Puy-en-Velay, car ici tout le monde se connaît. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous avec le rédacteur en chef du journal local. Les forces de l'ordre ont vu un voisin, un ami, s'en prendre verbalement à eux, voire plus. Donc là, c'est vrai que ça a laissé des traces sur une ville comme le Puy. Aujourd'hui, le sujet reste encore un peu tabou. On est un peu plus d'un an après et on voit que, voilà, dès qu'il y a un conflit social qui se prépare, il reste toujours cette peur et on en revient toujours à cet incendie de la préfecture qui a quand même marqué les esprits. Il faut bien s'en rendre compte. En ville, la pression est retombée, mais la contestation continue. Cette semaine encore, plusieurs centaines de personnes manifestent contre la réforme des retraites. Dans le cortège, nous rencontrons beaucoup de syndicats et plusieurs gilets jaunes. Devant la préfecture, quelques personnes pour condamner fermement l'incendie de l'an dernier. On parle de la préfecture qui a brûlé, les statuts de une journée de C'est lorsqu'on ferme une usine, qu'on met 80, 100 personnes, 200 000 personnes à la rue, le mal est beaucoup plus important. Un symbole, c'est un symbole. Il y avait 11 personnes à l'intérieur, il y a des gens qui ont eu peur de mourir. Oui, il y a des gens qui ont peut-être eu un peu peur pour ce moment, mais lorsqu'on menace notre entreprise de fermer, il y a des gens qui ont peur également. À la fin de la manifestation, plusieurs affiches sont accrochées aux grilles du bâtiment, dont cette photo. Comme l'impression que la page n'est pas encore tournée. Et cette violence collective qui s'est installée comme mode d'action sociale, elle a besoin aussi de faire réfléchir, d'autant que nous ne sommes pas les seuls à y être confrontés. Bonsoir François. Bonsoir Michel. On sait tous les pays qui ont été opposés à cette guerre à l'intérieur. C'est vrai que c'est pour une multiplication de gouvernements. Aujourd'hui, en Espagne, à Paris, avec la contestation radicalisée de la réforme des retraites. Comme si les Gilets jaunes avaient eu des cousins un peu sur tous les continents. Alors bien sûr, la situation politique de ce pays n'est pas du tout la même. La France n'est pas le même. Ça dépend de Hong Kong. Mais par-delà ces différences, il y a des similitudes. Dans la méthode, d'abord, la plus grande, c'est le plus légal et souvent jugé légitime. Elle est là, l'élément qui change que parfois, les syndicats traditionnels, les éléments efficaces, plus ou moins des traces par la réalité, avec leur activité, et aussi leur réforme. Similitude dans les objectifs ensuite. Dans toutes ces villes, la rue conteste les dirigeants en l'accusant de s'enrichir au dépens
ne digère pas la réforme du baccalauréat en situation usuelle, comme on avait fait ça en juin dernier, avec des correcteurs qui ne voulaient pas rendre ceci, et là, cette conclusion, elle risque de se reproduire à partir de demain. Les classes de première doivent inaugurer la nouvelle Jean-Christophe. et certains enseignants déjà annoncés. Tocamo. Les crambos, achetez, hein. Achetez, hein. Il a déjà. Les crambos, maintenant, achetez, hein. Il a déjà. Ah. Il a déjà, tu laisses. Ah. Là, reste le pantalon à Jean-Christophe. Merci. Merci Vincent. Avant, tous les élèves passaient les mêmes épreuves, mais aujourd'hui, à chaque établissement, son propre sujet. Ça veut dire qu'on choisit nous-mêmes les sujets, on peut gonfler les résultats. Donc on a vraiment le sentiment d'un bac maison, d'un bac qui est plus national. Brandon rappelle que avait refusé de corriger les copies du bac. Hier déjà, à Clermont-Ferrand, l'incident d'une centaine de professeurs dans un lycée a provoqué l'annulation des épreuves. Des élèves aussi ont à leur tour rejoint le mouvement, inquiets d'être interrogés sur une partie du programme qu'ils n'ont pas encore étudié. Personne ne nous a rien pour nous Eh ben, hein. Les professeurs n'ont pas la Eh ben, hein. ils sont dans le flou, ils sont vraiment dans le flou. L'une des principales fédérations de parents d'élèves réclame d'ailleurs le report de la réforme. Moi, je trouve que c'est la pratique, hein. On a eu c'est le fait d'une petite minorité. Vous avez des régions entières où il n'y a aucun problème. Exemple, dans ce lycée de Beauvais. Alors nous arrivons dans la salle des élèves. Certes, les élèves seront corrigés par leurs enseignants, mais la procédure est claire, impossible de savoir à qui appartient la copie. À la fin de l'épreuve, on passera les copies dans le scanner et les copies seront anonymisées de façon automatique. Des scanners envoyés spécialement par l'Éducation nationale pour garantir une parfaite impartialité. Aucune sanction n'est prévue à l'encontre des élèves.